Alors, le nudge, ça signifie, c'est un mot anglais qui signifie le coup de pouce. Et vous allez voir qu'en nudge, on ne s'intéresse qu'à un sujet, comment encourager les gens à changer de comportement. Alors ces gens, ça peut être des citoyens, ça peut être des patients, ça peut être des clients, ça peut être des consommateurs, ça peut être des collaborateurs. En nudge, on a un comportement existant qu'on considère comme néfaste et on va encourager les gens à adopter un nouveau comportement qu'on considère comme bénéfique pour eux, pour la communauté ou pour la planète. Alors, je vais commencer par des petits exemples pour éclairer un peu tout de suite, sachant que moi j'ai un objectif, non seulement que dans 40 minutes, vous sachiez ce que c'est que le nudge, mais surtout que vous soyez des fans absolus et des convaincus et des ambassadeurs de quelque chose dont vous allez voir que ça progresse à une vitesse considérable dans le monde. Et vous allez voir que c'est pas du tout trop que de dire ça. Alors qu'est-ce que le nudge? Et je vais vous raconter, alors je suis content, d'habitude j'ai des publics avec beaucoup de filles, donc vous allez comprendre pourquoi cet exemple est un tout petit peu plus compliqué. Là il y a quand même pas mal de garçons, c'est un tout petit peu plus simple. Alors c'est l'histoire d'une petite mouche, ou plus exactement, vous allez voir pourquoi, c'est pas du tout sexiste, je vous raconterai tout à l'heure que je travaille pour le mouvement E4She de l'ONU sur la gender equality, donc c'est pas du tout sexiste, c'est juste mécanique. Je vais vous raconter cette histoire d'une petite mouche, ou plus exactement d'un sticker de mouche. Et pourquoi? Pour ma communauté toute petite, pour l'instant, de nudgers, c'est pas une mouche, c'est pas un sticker, mais ça devient un nudge. Alors ça devient un nudge dans une configuration très particulière. Alors cette configuration, c'est quoi? C'est ça. Un urinoir. Alors vous comprenez pourquoi je dis que c'est un tout petit peu plus clair pour les garçons que pour les filles, qui peuvent imaginer ce que c'est, mais bon. Donc ce petit sticker de mouche, il est collé au centre de l'urinoir. Le premier qui a fait ça, maintenant il y a plus de 50 aéroports dans le monde qui le font. Le premier c'est l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette petite mouche a été collée dans l'urinoir? Ça a réduit de 80% les dépenses de nettoyage. Donc j'ai généré un changement de comportement. Est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Non. J'ai créé ce que nous en nudge on appelle une architecture de choix, qui est un environnement qui va mécaniquement t'encourager à adopter un comportement souhaitable. Pourquoi ce miracle? Parce que nous les hommes, on est des grands chasseurs. On a une arme à certains moments, par exemple celle-ci. Il y a un animal dangereux en face de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr le dézinguer. Donc on vise ce petit animal. Comme il est au milieu, ça réduit les éclaboussures. Comme ça réduit les éclaboussures, ça réduit les dépenses de nettoyage. Donc c'est un petit exemple qui explique la logique du nudge. En nudge, vous verrez, maintenant je vais vous donner des exemples beaucoup plus sérieux qui parlent de vie et de mort et comment on peut aider les gens à ne pas mourir dans un certain nombre de situations à partir de la mécanique du nudge. Ce qui est très important, c'est en nudge, on va ne pas demander, on va ne pas informer, on va créer une mécanique nouvelle qui sera très convaincante, et c'est ça tout le paradoxe du nudge. On appelle le paradoxe de l'incitation douce. D'habitude, pour faire changer fortement les comportements, on considère qu'il faut des grosses actions. Ce que je vais vous montrer là, c'est des petites actions intelligentes, ça peut changer tout. Alors, j'oublie ça, maintenant je reçois des photos de chiottes un peu du monde entier. Pour la Coupe du Monde, c'était on vise le but. Alors ça tombe bien, je suis fan de foot, pour récupérer chez particulier, mais ça c'est une autre histoire. Il y a des drapeaux de golf aussi, donc là, la créativité humaine fait que c'est vrai que la mouche c'est peut-être pas le truc le plus sympa. Alors maintenant, je vais vous montrer 3 exemples qui changent de niveau. L'exemple de la petite mouche, je pense qu'il est marrant, donc en fait, si vous avez à raconter ce soir en famille, c'est quoi le nudge? Alors peut-être pas au milieu du dîner, mais bon, vous pourrez utiliser l'exemple de la mouche. Là, on est à Chicago. Pour ceux qui connaissent, à Chicago, il y a un lac superbe. Le problème, c'est qu'il y a aussi une route qui longe ce lac, et que c'est l'une des plus accidentogènes des États-Unis. Pourquoi?
plutôt c'était. Pourquoi? Parce que quand vous conduisez, vous regardez le lac, et comme vous regardez le lac, vous finissez par vous mettre dedans. Donc c'est quand même un problème. Alors qu'est-ce qu'a fait la mairie dans un premier temps? De la signalétique. Virage dangereux, réduite à vitesse, etc. Résultat, pas tant que ça. Vous allez voir après pourquoi pas tant que ça, pourquoi nous sommes tous bourrés de bonnes intentions et encore plus tous bourrés de mauvais comportements. On y reviendra. Donc qu'est-ce que le professeur Taylor, dont je vais vous reparler tout à l'heure, parce que là j'ai commencé par la petite mouche, le dernier prix Nobel d'économie en octobre 2017 s'appelle Richard Taylor, prof à Chicago d'économie, et c'est lui qui a écrit le bouquin qui s'appelle Nudge et qui traite de l'approche que je tente de vous expliquer. Donc on n'est pas dans des petits trucs à la mode, c'est un truc absolument fondamental, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce que fait Taylor quand la mairie lui dit il faudrait qu'on règle ce problème-là d'une autre manière qu'avec l'information? Alors il va créer, je vous ai dessiné là, vous les voyez sur la photo, des petites lignes blanches perpendiculaires à la route. La caractéristique de cette ligne blanche, c'est qu'en fait, la distance entre les lignes se réduit au fur et à mesure que j'arrive dans le virage. Alors vous conduisez, et puis vous voyez les lignes qui arrivent de plus en plus vite. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Que vous allez de plus en plus vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous freinez. Est-ce que je vous ai demandé de freiner? Non. J'ai créé un environnement qui vous incite à le faire. Testé pendant un an par la mairie et l'université de Chicago, réduction de 36% des accidents de la route. Donc c'est un petit truc qu'on pourrait dire totalement ridicule, sauf que vous allez voir plus tard pourquoi des petites choses peuvent avoir des effets fondamentaux sur les changements de comportement. Or, dans nos questions professionnelles ou personnelles, nous avons tous des problèmes de comportement, des challenges de comportement. Je fais ça, il faudrait que je fasse ça. Ma santé, l'exercice physique, sauver la planète, etc. Ou encourager les clients à passer de A à B. Alors on a travaillé avec la sécurité routière sur un sujet, je vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, pour essayer de les habituer à ne pas faire uniquement que des lois. Il faut en faire. En Nudge, on n'est pas du tout ni contre la loi, ni contre les incitations financières, ni contre les programmes d'éducation et de formation. Il faut faire en sorte que les gens sachent, comprennent l'intérêt, les enjeux, etc. Mais on dit simplement qu'il y a une quatrième voie, et cette quatrième voie, elle peut être fondamentalement importante. Alors, je vous passe un autre exemple, et là, on est à Copenhague, et à Copenhague, sur un sujet, comment réduire les déchets dans la rue. Alors, qu'est-ce que fait la mairie dans un premier temps? Elle met des poubelles. Elle mesure, et contrairement aux stéréotypes, les habitants de Copenhague ne sont pas non plus parfaits, et on retrouve pas mal de déchets en dépit de l'investissement en poubelle. Alors, à la Nudge, qu'est-ce qu'on fait? C'est le professeur Pelle Hansen qui fait ça, qui est prof à l'université à côté, qui s'appelle Roskilde. Il invente des petits pas verts, des petits stickers qui indiquent, à partir des endroits où on a repéré le plus de déchets, la poubelle à proximité, qui est souvent à 10 mètres, à 15 mètres. Alors ça, on appelle ça, en Nudge, faire de la science. Comment je te mets à l'esprit, au moment où tu vas faire le mauvais geste, et dans ta conversation avec quelqu'un, tu prends un petit bonbon, ce qui m'arrive assez régulièrement, et parce que tu es dans la conversation, tu n'as pas envie de pourrir la planète, mais tu es dans autre chose, tu n'y penses pas, tu jettes ton papier. La science, c'est t'aider à penser au bon comportement. Là, mes petits pas verts, vert égale environnement, association immédiate, petits pas me disent j'avance, quand il fait ça, ça réduit de 46% les déchets dans la ville de Copenhague. Donc on a travaillé il y a 2 semaines pour la mairie de Paris sur la question de la propreté, qui se dit là c'est dur à Paris, tiens, est-ce qu'on pourrait essayer le Nudge? On va voir si on y arrive, on va tester un certain nombre de systèmes très bientôt. Alors, je vous donne un 3e exemple, et puis je pense que vous avez compris l'esprit du Nudge. Après on va revenir sur d'où ça vient, qu'est-ce qui influence nos comportements, et quelles sont les natures de sujets qu'on peut traiter, parce que le nudge, vous allez voir que ce n'est pas de la magie, pour finir sur comment créer des nudges efficaces. Alors là, on est aux États-Unis, dans les départements de soins intensifs. Gros drame, alors je crains que ça soit aussi pour la même chose en France, enfin bon, quand on observe le personnel médical, est-ce que celui-ci se lave les mains avant de nous manipuler?
Résultat, 15%, monsieur Lavenin. Est-ce que c'est un problème de connaissance? Non, le personnel médical sait parfaitement qu'il faut se laver les mains et que c'est important. Donc, ils le savent, ils veulent le faire. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas des gros robots avec tout en tête. Ils cavalent aussi, puisque c'est le département de soins intensifs, pour nous sauver la vie. Donc, ils oublient. Donc, ils nous collent les maladies nosocomiales contre leur intention. Alors, en nudge, le constat, c'est de dire ça ne sert à rien de leur dire encore et encore et encore. Faites-le, puisqu'ils ne l'ont pas en tête au moment où ils prennent la mauvaise décision. Alors, qu'est-ce qu'on fait en nudge? On crée un petit diffuseur d'odeur citronnée dans la salle qui est juste avant celle de l'entrée des soins intensifs. Donc vous rentrez, vous respirez, si vous êtes humain, vous sentez le citron, il y a une association immédiate, spontanée entre citron et propreté, et ça vous fait penser, nous on appelle ça un rappel automatique, ça vous fait penser automatiquement, ah tiens, il faudrait que je me lave les mains. Alors on est loin d'être au 100%, parce qu'il y en a encore qui cavalent et zoup, vous avez traversé le truc et vous n'avez rien senti, bon, terminé. Néanmoins, par un truc aussi bête qu'un petit diffuseur d'odeur citronnée, on triple le taux, entre guillemets, de lavage de mains. Donc je pense que vous avez compris un peu l'esprit du nudge. L'esprit du nudge, c'est une autre mécanique qui joue fondamentalement sur ce qu'on est en tant qu'être humain, qu'est-ce qui nous incite à adopter telle ou telle décision, qui ne cherche pas à convaincre, mais qui crée des environnements qui nous induisent à adopter le bon comportement. Alors, je vais vous raconter très rapidement d'où ça vient. Et là, vous allez voir que ça vient de gens très très sérieux. Même si au final, c'est des toutes petites idées, ces idées sont très puissantes parce qu'elles s'appuient sur ce qu'on appelle l'économie comportementale. Donc une petite histoire d'une grande révolution. Le nudge, vous voyez ces deux pères en haut, Richard Taylor, dont je vous ai parlé tout à l'heure à Chicago, professeur d'économie, et c'est lui qui vient d'avoir le prix Nobel en 2017, et à droite, Cass Sunstein est professeur à Harvard, et ils ont publié il y a pile 10 ans un bouquin qui, vous allez le voir, est une révolution mondiale dans la pratique des politiques publiques et de plus en plus des entreprises. Pour être bon en nudge, c'est pas des idées le nudge, c'est des idées qui activent des facteurs d'influence dont on sait qu'ils sont puissants chez les humains. Pourquoi on sait qu'ils sont puissants? Parce que ça fait 40 ans que des chercheurs ont inventé une nouvelle discipline qui s'appelle l'économie comportementale. L'économie comportementale, ça vise à comprendre comment les vrais gens, dans la vraie vie, tous les jours, prennent des décisions. Et vous allez voir que ça va être juste une révolution, c'est pour ça qu'ils multiplient les prix Nobel, entre ce qu'on pensait de la rationalité humaine et ce qui est la réalité de nos décisions quotidiennes. Alors je vais revenir dessus rapidement. Donc pendant 40 ans, alors d'abord 25 ans, vous allez voir que je coupe à 2001, pendant 25 ans, ces chercheurs, principalement américains, qui viennent du monde de la psychologie, de l'économie de la décision, des sciences cognitives, des neurosciences, combinent leur savoir et font plein d'expérimentations. Donc c'est pas une grande théorie de l'homme décisionnel, c'est tiens, je fais tout un tas d'expérimentations, je change des variables et je vois comment les gens décident et qu'est-ce qui les influence. Donc pendant 20 ans, ils font ça, et puis le pape de cette discipline, qui s'appelle Daniel Kahneman, en 2002 reçoit le prix Nobel. Donc celui qui longtemps avait été perçu comme un rebelle contre les théories classiques de l'homme rationnel, reçoit le prix Nobel. Ce qui est intéressant, il reçoit le prix Nobel d'économie alors que c'est un psychologue. Donc c'est un pont qui en dit déjà beaucoup sur ce qu'il va apporter. Alors, une photo que j'aime bien, vous voyez à gauche, celui dont je viens de vous parler, Daniel Kahneman, et à droite, celui dont je vous ai parlé au tout début, le gars des petites lignes droites à Chicago, Richard Taylor. Donc maintenant, ils sont tous les deux prix Nobel. Quel est le pont? C'est Daniel Kahneman, il s'est intéressé à comment les gens prennent des décisions. Qu'est-ce qui les influence? L'idée géniale qui est à l'origine du nudge de Richard Thaler, il dit ok, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on est plus efficace? Alors sur une pratique qui pour lui était la plus importante, les politiques publiques, comment peut-on rendre des politiques plus efficaces en utilisant cette compréhension des comportements humains et des décisions. Donc maintenant, ils sont tous les deux prix Nobel. C'est de la théorie, en gros, à la pratique. Alors on pourrait dire, bon, tout ça c'est le monde de la recherche, et puis tout d'un coup,
il y a un gars relativement important, c'est une toute petite photo en haut à gauche, Obama. Il se trouve que Obama était prof à Chicago avec qui? Avec Richard Thaler. Et avec Baron Kassenstein, qui est prof à Chicago avant d'être prof à Harvard, et c'est un des premiers lecteurs du Nudge. Donc quand il est élu en 2009, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Kassenstein, donc le co-auteur de Nudge, d'être à la Maison-Blanche, directeur de l'Office d'information et de régulation des politiques publiques américaines pour appliquer le Nudge. Donc tout d'un coup, boum, on bascule de la connaissance académique à de la pratique en matière de politique publique. Un an après, c'est David Cameron qui sera le premier, lui, à créer ce qu'il appelle une Nudge Unit, c'est-à-dire une équipe dédiée de spécialistes en économie comportementale pour renforcer l'efficacité des politiques publiques en Angleterre. Ils sont 7 au départ, ils sont 170 aujourd'hui. Après, c'est Merkel, l'Australie, Singapour, maintenant le Japon, la Nouvelle-Zélande. Singapour, ils sont 320 maintenant. On a commencé une première expérience avec le gouvernement en 2013 pour la Direction Générale des Finances Publiques, sur laquelle je reviendrai un tout petit peu. Là, Emmanuel Macron et l'un de ses conseillers très proches, qui s'appelle Ismaël Emelien, sont des grands convaincus de Nudge, a été créé récemment, en février dernier, à la direction interministérielle de la transformation publique, une équipe dédiée, encore petite, trop petite à mon goût, mais une équipe qui s'appelle Méthode innovante et sciences comportementales. C'est une première reconnaissance officielle des sciences comportementales en politique publique. Le CDE vient de publier une carte des institutions utilisant le Nudge maintenant dans le monde en politique publique. C'est plus de 200 institutions, dont 20 gouvernements. Et ça progresse comme ça. Les entreprises commencent à s'intéresser à ça. On va voir pourquoi, mais je suis efficace à moindre coût, parce que souvent les actions Nudge ne coûtent pas cher. Donc là, tout d'un coup, il n'y a pas que les États qui ont envie d'être plus efficaces à moindre coût, il y a aussi les entreprises. Une des premières à en avoir parlé, c'est très récent tout ça, hein, donc c'est normal que dans notre Assemblée, il y ait très peu de gens qui aient entendu parler du Nudge. En 2015, Indra Nooyi, donc Global CEO de PepsiCo, dit « Nous en avons appris beaucoup à partir du livre de Nudge de Thaler et Sunstein ». Pourquoi ça? Parce que maintenant, les prix Nobel en question parcourent le monde dans les plus grosses conférences de managers, de marketeurs, de gens spécialistes de l'expérience client pour dire, voilà, vous pourriez être plus efficace dans vos domaines à vous en utilisant cette pratique-là. Maintenant, il y a un exemplaire sur deux de l'Harvard Business Review qui parle de ça. Alors là, c'est juste pour vous donner un exemple de nos clients utilisant le Nudge juste dans les 6 derniers mois. Donc ça bombarde d'un peu partout. Pourquoi cette diffusion rapide? Je l'ai déjà dit. Parce que le Nudge revendique d'être efficace dans les changements comportementaux. Et deuxièmement, à moindre coût. Donc il y a un ROI qui est assez extraordinaire. Alors, pourquoi c'est puissant le Nudge? Et là, je vais revenir très rapidement, avant de retomber sur du, j'espère, très concret, sur qu'est-ce qu'a découvert l'économie comportementale qui fait que des petites actions comme ça peuvent générer des changements comportementaux aussi forts que ça. Alors en gros, il y a 2 enseignements, pas 50 de l'économie comportementale. Il y en a un premier qui est il faut arrêter de penser que nous sommes des êtres rationnels. Nous sommes des êtres humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire faillibles, ça veut dire influencés par des émotions, par le contexte, par ce que font les autres, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, par tout un tas de choses qui sont très loin de la théorie classique de la décision qui dit, voilà, quand vous avez X options de choix, vous faites une analyse rationnelle des avantages et des inconvénients de chaque option de choix et vous choisissez celle, pour reprendre l'expression des économistes classiques, qui maximise l'utilité. Les économistes comportementaux disent bullshit. Tout ça, ce n'est pas le vrai reflet de la manière dont les humains prennent leurs décisions. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, vous pouvez tous vous interroger. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a travaillé pour Emmanuel Barr, qui est le responsable de la sécurité routière. Hein. Est-ce que vous avez utilisé votre téléphone au volant dans le dernier mois? Pour ceux qui voyagent en voiture. Hein. Moi, c'est oui. Et je crains ne pas être le seul. Est-ce qu'on sait que c'est dangereux? Oui. Est-ce qu'on le fait quand même? Oui. Est-ce que c'est pour des raisons si fondamentales qu'on met en jeu notre vie et celle des autres?
Ça se discute pas mal, ça. Hein. Nous, dans l'étude qu'on a fait pour la sécurité routière, on a mis des petites caméras dans les véhicules et l'objectif, c'était de regarder les jeunes pour essayer de les décourager de SMSC un peu à longueur de temps. Et il y en a un à 130 sur l'autoroute qui envoie un texto. Donc après, on lui dit, mais attends, pourquoi tu fais ça? Bah, j'ai ma petite amie qui m'attend et j'ai 15 minutes de retard. Donc en gros, il envoie un texto pour éviter peut-être une petite engueulade et il met sa vie et la vie des autres en jeu. Est-ce que c'est rationnel? Non. Bon, est-ce que vous avez fait autant d'exercices physiques que vous le souhaitez? Alors moi, encore une fois, non. J'aimerais bien. Je regarde beaucoup plus le foot que je ne joue au foot. Et là encore, j'interviens souvent dans des conventions de médecins. Ils me disent que je ne suis pas le seul. Hein, que si on marchait un peu plus, juste marcher un peu plus, ça serait quand même pas mal. Est-ce qu'on le sait? Oui. Est-ce qu'on mange trop gras, trop ceci, trop cela? Oui, aussi. Est-ce que ça devient un drame mondial? Oui. Il y a maintenant 15% d'obèses dans le monde, 35% en surpoids. Il y a un gros problème. Bon, il faut manger par rapport à ce qu'il faudrait. Je sais bien que chez les gros, il y a plus de place pour la beauté intérieure que chez les autres. Mais globalement, voilà. C'est juste pour vous faire sentir que nous tous, tous les jours, nous prenons des décisions. Généralement, on est à peu près tous convaincus qu'on est quand même, à part Trump, en train de pourrir la planète. Est-ce qu'on change à la hauteur de ce qu'il faudrait? Demander à Nicolas Hulot, je ne suis pas sûr qu'il soit de cet avis. Alors, je ne sais pas s'il a raison, mais bon, il y a problème. Donc, ce qui est fondamental là-dedans, et ça, c'est pour vous tous, moi y compris, bien sûr, la connaissance d'une information n'est pas suffisante pour nous inciter à prendre les bonnes décisions. Or, très souvent, dans la manière dont nous essayons de fonctionner pour changer les comportements, on se dit, bon, je vais informer, je vais convaincre les gens, et une fois qu'ils seront convaincus, ça va rouler. Ils vont changer de comportement. Ce que le nudge et les sciences comportementales vous disent, c'est faux. Oui, il faut informer, oui, il faut convaincre, mais c'est le premier pas. Et c'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose qu'on agit en conséquence. Donc il faut continuer le travail, et c'est là que le nudge peut aider, pour transformer le comportement. La conviction n'est pas suffisante. Alors moi j'adore le 4, be nicer to my wife, sois sympa avec ma femme, et try to be nicer to my ex-wife. Bon, là il y a une intention, c'est visiblement pas transformé en action. Donc nous ne sommes pas comme ça, donc réfléchissez dans toutes les actions que vous faites pour convaincre vos clients, vos consommateurs, enfin les usagers, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous n'êtes pas uniquement dans j'essaye d'informer, j'essaye de convaincre, j'essaye de montrer les avantages et les inconvénients en disant puis après ça va rouler. Il faut faire ça, mais c'est pas après ça va rouler. Et il ne faut pas se dire après, tiens c'est anormal, les gens sont convaincus, ils devraient agir. Non, c'est humain. Alors le second grand enseignement, d'un prof qui s'appelle Dan Ariely, qui est à la Duke University aux États-Unis. Alors il reprend la première partie de sa phrase, c'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes réellement beaucoup moins rationnels que ce que la théorie économique standard considère. On est moins rationnels, ok. Plus important encore, et plus important pour nous tous, ces comportements rationnels qui sont les nôtres ne sont ni aléatoires ni insensés, ils sont systématiques, et puisque nous les répétons encore et encore, prévisibles. Alors là, c'est une notion qui est absolument fondamentale. Nous sommes tous agis par ce qu'on appelle des biais. Des biais cognitifs, je vous en expliquerai un juste après. Mais ces biais, ils sont systématiques. Ça veut dire, et c'est là que vous comprenez le nudge, qu'à partir du moment où je sais vos erreurs systématiques, alors là, je peux concevoir des actions qui anticipent l'influence de ces biais et donc qui peuvent être plus efficaces. Et c'est ça tout le secret, entre guillemets, du nudge. Je vais considérer les humains pour ce qu'ils sont, je vais intégrer les vrais facteurs d'influence, et du coup, je vais être au final plus efficace. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous tapez biais cognitifs, il n'y a pas besoin d'aller à Princeton pour le savoir. Hein. Il y a la liste sur Google et la description de tous ces biais. On peut les regrouper en 4 grandes familles. On est illogique, je vais y revenir. On est émotionnel, encore beaucoup plus que ce qu'on pense, alors qu'on essaye de convaincre les gens avec des arguments, des chiffres, des logiques, etc. Ben, c'est pas ça qui les convainc. Ce qui les convainc, c'est l'émotion. Et après,
Ce qui les convainc, c'est « Ah ouais, j'ai été vachement ému, j'ai été vachement touché, j'ai été vachement intéressé par ce qu'on m'a raconté. » Et deuxièmement, « Ah, il se trouve qu'il y a des faits qui confortent ce pourquoi j'ai été émotionnellement convaincu, on va y revenir. » On est contextuel, c'est-à-dire qu'en fait, on est influencé par le contexte de la décision. Tu changes le contexte, tu changes, alors que nous, on pense que si tu as une préférence de A pour B, quel que soit l'environnement dans lequel tu prends ta décision, ben, tu as toujours A pour B. Je vais vous montrer qu'on peut créer du B pour A chez la même personne, juste en changeant la manière dont tu présentes les choix. Et on est sociaux, il n'y a qu'à regarder le succès de Facebook. Pourquoi des milliards de gens montrent leurs photos de plats, de choses vraiment absolument passionnantes, parce que ce que font les autres, ce que disent les autres, la manière dont ils font, ça nous intéresse. Donc nous sommes éminemment influencés par le comportement des autres et le nudge s'appuie sur tout ça. Alors, je vais vous donner un exemple de chacun. Illogique, social, émotionnel, contextuel. Illogique. Alors voilà une expérimentation qui a été reproduite 160 fois dans le monde, que j'adore, moi. En plus, c'était nudger des psychologues. Alors là, c'est un fantasme absolu pour un nudger, nudger des psychologues, qui avaient décidé, c'était en Angleterre, 80 psychologues, dans une université, le laboratoire de psychologie. Ils avaient décidé de mettre ensemble une cagnotte où ils mettaient de l'argent pour acheter leur petit-déj. Ok, très bien. Donc le nudger vicieux a mis un poster au-dessus de la petite cagnotte et a changé ce poster toutes les semaines. Un poster qui n'a rien à voir avec la cagnotte, puisque c'est un poster soit avec des yeux, soit avec des fleurs. Donc, est-ce que l'être humain est influencé par un poster qui n'a rien à voir avec la cagnotte, avec des images de ce type-là? L'être rationnel ne l'est pas. Mais l'être humain, voilà ce qui se passe. Quand il y a des yeux qui le regardent, il triple le montant moyen de ses dons. Est-ce que c'est rationnel? Si quelqu'un me regarde, on peut se dire, ouais, je veux communiquer une belle image de moi, donc je mets un petit billet plutôt qu'une petite question. Là, c'est un poster qui me regarde, qui normalement va rester assez discret sur mon comportement. Voilà, c'est ça l'être humain, c'est des sources d'influence qui peuvent être très particulières. Alors je vous montre un biais, juste pour que vous compreniez le mode de fonctionnement très concret. Il y a un biais qui est terrible, c'est un des biais les plus dangereux pour l'espèce humaine. Ce biais, c'est le biais du temps présent. Alors je vais vous démontrer au travers d'une expérience d'un prof de Carnegie Mellon qui s'appelle George Levenstein. Il sélectionne 40 films, 20 films qu'il appelle vices. Alors c'est pas des films de fesses, c'est par exemple Stallone et comment ça s'appelle Sharon Stone. Bon, on se dit bien qu'on va quand même pas brûler un maximum de ressources attentionnelles par rapport à ce film-là. Et puis, des films qu'il appelle Vertu, par exemple, La liste de Schindler. Il dit bien sûr pas aux gens que c'est des films vices ou vertus, et il leur demande de choisir un film pour aujourd'hui, un autre film pour demain, et un film pour après. Ok. Et il mesure, est-ce que je choisis vice ou est-ce que je choisis vertu. Mais il fait deux groupes. Un premier groupe, il leur demande de choisir ce soir. Et puis, il leur dit, puis tu choisis pour demain, et tu choisis pour... Le deuxième groupe, il dit, tu choisis ce soir, tu reviens demain, tu choisis demain, tu reviens après-demain, tu choisis après-demain. Alors, voilà les résultats, choix simultanés pour les 3 jours. Alors, le premier jour, à votre avis, ils choisissent quoi? Vice ou vertu? Vice, ouais, ils ont une journée de merde, donc ils méritent bien un petit film facile. Le problème, on va le voir après. Demain, oui, je choisirai vertu. Après-demain, bien sûr, je choisirai vertu. Le problème, c'est quand on fait revenir les gens tous les jours. On a des journées de merde tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça dit, le biais du temps présent? Ça dit, ce qui nous intéresse, c'est ici et maintenant. Demain et plus tard, c'est demain et plus tard. Les efforts, c'est pour demain, les récompenses, je les veux tout de suite. Alors après, vous pensez à la planète, vous pensez à notre santé, vous pensez à ce que vous voulez, et tout d'un coup, quand vous avez les êtres humains sont victimes du biais du temps présent, vous retrouvez une compréhension totale de plein de nos comportements apparemment illogiques. Alors quand on connaît ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on est par exemple Richard Taylor.
Toi, je vous dis, les biais et la compréhension, ça sert à être plus efficace. On vient de découvrir un biais, le biais du temps présent. Richard Taylor est amené à travailler sur un problème très très important aux États-Unis, qui est le taux d'épargne retraite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire aux États-Unis. Donc tu cotises ce que tu veux. Biais du temps présent, tu as 25 ans, tu as 35 ans, 45 ans, demain, c'est loin la retraite. Et puis tu te réveilles à 55 ans, c'est un peu trop tard pour avoir une retraite. Donc il y a plein d'Américains qui ont une mauvaise retraite juste à cause du biais du temps présent. Alors, est-ce qu'on doit l'expliquer? Non. Vous vous souvenez du premier renseignement de l'économie comportementale? L'information n'est pas suffisante. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est un génie comme Richard Taylor? Il invente ce qu'il appelle le Smart Plan. Alors le Smart Plan, c'est quoi? C'est je te propose d'augmenter ton taux de cotisation à la retraite, pas maintenant, parce que je sais que tu vas me dire non, dans un an, au moment où tu auras une augmentation de salaire. Alors là, tout d'un coup, ça change tout pour les gens. Effort, maintenant, c'est 0. Effort demain, je suis toujours prêt aux efforts demain. Et en plus, je le perçois même plus comme un effort, alors que si je cotise plus demain, si j'ai 100, ben, j'aurai plus que 98. Si après-demain, j'ai 104 et que je mets 2 de plus, j'aurai 102, c'est-à-dire que je le perçois toujours comme du plus. Donc quand ils proposent ça, d'abord dans quelques entreprises, ben, vous avez 80% des collaborateurs qui acceptent. 3 ans après, pour un autre biais qu'on appelle le biais de l'inertie, vous savez tous, vous êtes scotchés tous dans plein d'abonnements comme moi, dont on ne sait plus s'ils nous intéressent, sauf qu'on est un peu flemmard pour regarder le truc, pour se dire « oulala, il faudrait que je contacte de fournisseurs, etc. » On ne fait pas. Donc 3 ans après, il y a toujours 78%, alors qu'ils peuvent changer de plan tous les ans, qui sont toujours scotchés. Le plus intéressant, c'est quelle est l'évolution du taux de cotisation, 3,5 à 11,6%. Donc, connaissant le biais du temps présent, je n'essaye pas de dire aux gens je vais te convaincre, je vais te convaincre, je vais te convaincre. J'essaye de changer, nous on appelle ça la présentation, le framing pour les Américains, et tout d'un coup, je t'aide à prendre une décision qui est bonne pour toi. Donc c'est juste pour vous expliquer comment on passe de la compréhension du biais à une action qui est plus efficace. Alors je vous ai dit qu'on était sociaux. Voilà encore un truc concret qui a été fait en Angleterre par l'équipe de Cameron, à l'époque, je crois que c'était en 2013, sur un sujet de santé publique très important, comment accroître les dons d'organes au Royaume-Uni. Il y a 3 morts par jour par manque de dons d'organes. Alors, il y a une manière classique, dans le site gov.uk, à la fin de votre navigation, ils vous disent merci, ils sont anglais, et puis il vous dit, tiens, au fait, est-ce que tu n'adhérerais pas à un programme de don d'organes? Si tu avais besoin d'un, ça serait bien que tu en trouves un, donc si tu penses ça. Qu'est-ce que fait l'équipe de Nudge? Elle change 2 trucs. 2. Elle met un petit logo rouge, c'est capter 1 seconde de ton attention. Pour faire quoi? Pour que tu lises la phrase d'à côté. Chaque jour, des milliers de personnes qui voient cette page décident de s'enregistrer. Alors tu lis ça, c'est quoi ton feeling? Ton sentiment, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui le font. Il faut que je le fasse, autrement je suis un gros salaud. Testé par le gouvernement anglais pendant 1 an, 1 jour sur 2, je mets une page ou je mets une autre page. Résultat, plus 96 000 adhésions. Quel est le coût de cette action? À peu près 0. Je demande à mon webmaster de coller un logo et de mettre une phrase. Qu'est-ce qu'on active là? Puisque je vous ai dit à chaque fois, le nudge, ce n'est pas une idée, c'est une idée qui active un levier d'influence. On active ce qu'on appelle, nous, les normes sociales. Les normes sociales, c'est quoi? Si je sais que plein de gens dont je me sens proche, ma communauté, par exemple, alors ça peut être la communauté des humains ou la communauté de je ne sais pas quoi, bah, s'ils font ça, ça m'envoie quand même un signal. Si j'ai envie de le faire, et on verra que c'est une limite et pour moi une force du nudge, en nudge on est puissant qu'à partir du moment où les gens ont intention de changer. Ils n'y arrivent pas, mais ils ont l'intention. À ce moment-là, je peux t'aider. C'est pour ça que ça s'appelle la théorie du coup de pouce. Je te donne un petit coup de pouce pour basculer du bon côté. Je vous ai dit qu'on était influencé par le contexte. On pense tous que si on préfère A à B, on préfère A à B, quelle que soit la manière dont je vous le propose. Là, je vais vous montrer, alors moi j'ai refait une expérimentation académique pour l'IB, mais là c'est la première qui a été faite, c'était pour The Economist, 3 manières de proposer un abonnement. Je te propose l'abonnement papier à 125 $, pardon, on va commencer dans l'ordre, je te propose l'abonnement au online,
$59, l'abonnement papier, 125, ou papier plus online, 125. Alors, je vous ai dit qu'on était irrationnel, mais pas bête. Hein. Et là, j'ai dit non, mais là, on a pris pour un gros bonnet. Hein. C'est-à-dire que c'est le même prix, $125, sauf que l'option 3, j'ai en plus le web. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je teste ça? Vous avez 16% qui choisissent celui-là, 84% qui choisissent celle-là, et 0% qui choisissent celle-là. Alors ça, c'est pas l'expérimentation, elle n'est pas très intéressante en soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand je supprime l'option du milieu? Bah, normalement rien, puisque personne n'a choisi. Et bah tout. Hop. Le 16 devient 68% et le 84 devient 32%. Pourquoi? Nous, on appelle ça l'effet de l'heure. Nous sommes tous, c'est le chapitre 1 de la Bible de l'économie comportementale, le premier ouvrage publié par le prix Nobel qui s'appelle Les deux vitesses de la pensée. Son chapitre 1, c'est de dire nous sommes flemmards. Pas pour des raisons psychologiques, mais parce que le cerveau, il est câblé pour économiser nos ressources énergétiques. Donc, on essaye de prendre des décisions faciles, de comparer des choses faciles. 125, 125, c'est facile à comparer, je vois tout de suite qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Là, je compare ces deux-là, c'est beaucoup moins facile. Il n'y a plus mon effet de l'heure qui, en fait, me focalise sur l'option 3. Il n'y a plus cette option, je compare les deux, c'est la même info, bah, je prends celle qui est moins chère. Donc, c'est juste pour vous dire que juste la manière dont on propose les choses peut changer. Donc, pensez à vos sites internet, pensez à vos coms, pensez en vous disant, mais qu'est-ce que je peux créer pour générer le comportement souhaité? Je vous ai dit, c'est le dernier point, qu'on était émotionnel, fortement émotionnel. Là, c'est une campagne qui a été faite au moment des événements, il y a un petit moment maintenant, du Rwanda, pour demander des dons aux gens pour sauver les Rwandais en train de mourir. Alors, deux cas de figure. Un premier cas de figure, une petite fille qui était une fille réelle, une petite fille de 7 ans qui s'appelle Rokia. Est-ce que vous voulez sauver Rokia? Et puis une deuxième campagne qui dit est-ce que tu veux sauver 300 000 Rwandais qui sont en train de mourir? Alors normalement, tu dois donner un peu plus pour sauver 300 000 personnes qu'une petite fille. Normalement. Mais les humains ne sont pas normaux. Quand on me demande de sauver Rokia, je la vois, je la sens. Elle me fait monter les larmes aux yeux. Je donne le double que quand on me demande de sauver 300 000 personnes. Donc pensez à l'utilisation de vos arguments rationnels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des arguments rationnels. Il faut dire et rappeler que les arguments émotionnels, ils peuvent être beaucoup plus puissants que les arguments émotionnels. Et attention, le nudge n'est pas facile. Quand tu me dis, est-ce que tu veux sauver Rocky avec 300 000, les gens se disent, qu'est-ce que c'est que cette pub où on essaye le machin, et je donne moins que de sauver Rocky toute seule. Alors, on pourrait dire, oulala, mais ça c'est loin, c'est le don, c'est le machin. Voilà ce qu'on a fait pour Ouigo, l'année dernière, qui nous dit, oulala, les trains Ouigo, c'est vraiment très très sale. Il y a des normes de saleté qui sont construites. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'enfants et que la SNCF a aussi le bon goût de mettre une poubelle par rame au lieu d'une poubelle par place. Donc je te rends difficile le geste que j'ai encouragé. Pour des économies de façade, puisque maintenant ils payent beaucoup plus en économie de nettoyage. Donc nous on a créé pour ça, en utilisant l'émotion, un petit monstre. Ce petit monstre, on l'a appelé Poubélator. Qu'est-ce que c'est ce petit monstre que vous voyez en haut à gauche? C'est un autocollant qui est collé sur la poubelle. On utilise le trou de la poubelle comme la bouche, on a mis 2 yeux et un espèce de sourire. Sur les tablettes, on a mis ramasse tes déchets, va nourrir le monstre Poubélator. Donc en gros, on rend émotionnel et marrant un geste hyper peu amusant, à fortiori pour des enfants, qu'aller remplir la poubelle. Quand on fait ça, réduction de 15% de ce que la SNCF appelle les incidents critiques et augmentation de 15% de l'expérience client. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas de la théorie, c'est juste au contraire de l'application très concrète pour générer des changements comportementaux. Alors, c'est pas de la théorie, mais c'est pas de la magie non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tiens, je vais trouver des idées nudge comme ça. C'est d'abord un process. Ce process, je vais essayer de vous l'expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une centaine de biais cognitifs et c'est en connaissant ces biais qu'on peut créer des idées. Nous, on a essayé de les résumer en une vingtaine qui sont les plus puissants, les plus
consensuel dans la communauté. Et on en a fait un acronyme, facteur de changement. Le F, c'est facilité, le A, c'est ancrage, il y a réciprocité, il y a émotion, il y a tous ces éléments-là. Donc la manière, si vous voulez nudger, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez chacun de ces leviers d'influence, vous prenez l'ensemble des points de contact que vous avez avec vos clients. Par exemple, j'ai un site internet, j'ai de la doc, j'ai, j'en sais rien, mon appareil, on a travaillé pour Orange, on a nudgé la box pour essayer de générer des comportements qui ne soient pas je téléphone à la hotline, mais je me débrouille directement parce que 90% des incidents, vous pouvez les résoudre par Orange et moi, et ça change un peu le business model et la satisfaction client que de passer par du digital plutôt que ça. Donc, vous prenez l'ensemble des points de contact, c'est-à-dire des interfaces avec votre client, vous prenez l'ensemble des facteurs d'influence et vous essayez, alors là, de délirer en créativité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour activer ces leviers de manière simple et encourager le comportement souhaité. Alors le point de départ, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi les gens sont scotchés dans le mauvais comportement. C'est ce qu'on a commencé à faire ce matin avec Régis. Les gens, déjà, c'est pas visible le problème de la qualité de l'air à l'intérieur. Bon, et vous avez parlé, j'ai bien entendu, je pense que c'est une piste absolument géniale d'un point de vue du nudge, qui est, est-ce que je peux rendre visible l'invisible ? Est-ce que je peux créer le thermomètre de la qualité de l'air qui tout d'un coup me fait bip bip bip, rouge et machin, quand c'est pas bon, et tout d'un coup qui va m'alerter sur un truc. Donc il faut comprendre pourquoi les gens sont ce qu'on appelle nous les micro-barrières à l'adoption du comportement souhaité. Ensuite il faut délirer, c'est des ateliers de créativité pour trouver des idées. Il faut les présélectionner, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est éthique, etc. Et puis il faut prétester avant de déployer. Alors, quel sujet pertinent? Parce que là encore, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, les sujets nudge, c'est pas tout. Déjà, si quelqu'un est convaincu que le comportement qu'on veut l'encourager à faire n'est pas le bon, aucune chance. Donc en nudge, on ne peut que transformer des intentions, même si elles sont naissantes, même si bien sûr elles sont latentes, mais on ne peut faire que ça. Alors il y a 5 critères. Un, en nudge, vous avez compris, c'est pas je change l'attitude des gens, ce qu'ils pensent. Ça, c'est le marketing, la communication, l'information, l'éducation. Tout ça cherche à créer de l'intention. Nous, on est, il y a A, je veux B. Deuxièmement, il faut que ça soit plutôt stratégique. Vous n'allez pas vous mettre à une réflexion un peu lourde de cette nature-là, quand c'est pour changer un truc qui, de toute façon, ne change pas vraiment les choses. Fondamentalement pour vous. 3, si vous êtes content de ce que vous faites, il faut surtout ranger aux oubliettes le nudge, continuez. 4, alors ça c'est important, ce qu'on appelle l'éthique du nudge. Et c'est ce qui différencie d'une question que vous avez tous, je suis en tête, oh là là, mais c'est pas de la manipulation ça. Oui, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, sauf si, ou qui est acceptable, comme on le veut, dès lors qu'au final, c'est pas de la manipulation pour mon bénéfice unique à moi, manipulateur en chef, mais j'aide les gens à prendre des décisions qui peuvent être bons pour moi en tant qu'entreprise, etc., mais qui doivent, au final, générer des comportements qui soient bons pour celui qui subit le nudge. Et je vous l'ai déjà dit, l'intention est présente, autrement ça ne sert à rien d'essayer de nudger quelqu'un qui ne veut pas faire ça. Il y a un gros plateau d'appels téléphoniques qui m'a dit est-ce que tu pourrais nudger des gens chez moi, alors c'est très très rare, qui sont des téléacteurs qui piquent le numéro de carte bleue pour détourner à leur profit et acheter des choses. Donc ça s'appelle les voleurs. Moi en nudge, je peux juste rien faire. Tu n'as pas l'intention d'adopter un nouveau comportement. Donc c'est pas parce que je vais te dire ouh, c'est pas bien, que tu vas arrêter de le faire. Alors après, ça donne plein de sujets, c'est juste pour vous donner des espèces d'exemples. On a travaillé aux États-Unis en Inde, quel nudge pour encourager à se laver les dents plus régulièrement. Alors quand tu es Colgate, tu es assez content, parce que tu vends des brosses à dents et de la pâte dentifrice, mais quand tu es le ministère de la Santé, tu es assez content aussi. Donc c'est juste pour vous montrer que ce qu'on appelle nous le nudging for good, c'est-à-dire qui combine intérêt au sens de l'entreprise et intérêt au sens politique public, c'est possible. Quel nudge pour favoriser l'observance de leur traitement chez les patients. Quand tu es labo-pharmaceutique, tu es plutôt content que les gens suivent bien. Mais quand tu es le patient et quand tu es l'État, tu es plutôt content aussi que les gens suivent bien leur traitement parce que c'est comme ça qu'ils vont se soigner. Je vous ai dit la sécurité routière.
On a travaillé aussi en Inde et en Argentine sur comment tu fais en sorte que les gens se protègent contre les moustiques. Pourquoi? Même chose, quand tu es SC Johnson, tu es content, tu vends des produits anti-moustiques. Mais quand tu es le ministère de la Santé, tu es content aussi. On a travaillé, on a gagné un appel d'offres à la mairie de Paris. On crée en ce moment, avec un promoteur immobilier qui s'appelle Ogic, le premier immeuble Nudge au monde qui va encourager des comportements qui sont éco-responsables et des comportements de convivialité et de bien-être dans l'immeuble. On le fait aussi, on a travaillé sur 160 écoles parisiennes avec Engie, sur comment tu peux nudger les utilisateurs de l'école pour là aussi adopter des comportements plus éco-responsables, par exemple fermer les portes pour que l'énergie ne parte pas, etc. etc. Bon, beaucoup de sujets, on peut nudger une application, on peut nudger autour du bien-être, on peut nudger autour de l'expérience client, comment tu génères du cross-selling, comment tu fais une grande expérience client, comment tu réduis les déchets alimentaires. Donc c'est un peu sans fin, c'est tous les sujets comportementaux. Et là je termine avec ça parce qu'on en est très fiers. On sera à l'ONU la semaine prochaine, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour raconter ce qu'on peut faire avec le nudge et ce qu'on fait en ce moment avec le groupe qu'on appelle E4SHE, qui est le groupe de l'ONU, pour travailler sur la gender equality. Bien sûr, on peut travailler sur les changements de comportement internes des collaborateurs, comment générer de l'engagement, comment générer de la sécurité au travail. On travaille pour une centrale nucléaire, on travaille pour différentes grosses sociétés en nudge pour améliorer la sécurité au travail ou la gender equality. Conclusion, je vous dirais juste les points clés d'une démarche nudge réussie. 1, l'éthique. Je vous l'ai dit, ça c'est très important parce que autrement il y aura du nudge bashing, c'est de dire, voilà, on travaille pour le bien de votre entreprise, atteindre des objectifs de changement comportementaux, dès lors que c'est en cohérence avec les changements de l'intérêt des individus. La connaissance, ça part de pourquoi les gens ne sont pas dans tel comportement. L'ouverture à l'humilité, vous avez compris, tout ça est nouveau, on apprend tous les jours, et il faut rester très humble dans cette science naissante. Au final, il faut évaluer avant de déployer, est-ce que ça marche? Et pas est-ce que ça marche sur des intentions de changement, est-ce que ça marche dans la réalité des changements qu'on observe. Et dès le départ, il faut être en relais avec les parties prenantes. Le nudge, c'est nouveau. Si vous n'avez pas les décideurs un peu importants dans votre organisation qui comprennent ce que c'est et qui sont d'accord pour aller au bout, à un moment, on va s'arrêter au milieu de la démarche où ça restera un beau rapport, un nudge book, qui restera dans un tiroir, ce qui est exactement à l'antipode de ce qu'on veut faire en nudge. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur comment changer efficacement les